T-64. 10 tirs, 0 chargeur et un secret que l'Occident a raté. Commence par une scène que personne n'était censé voir. Nous sommes en 1967, sur un polygone fermé près de Kharkov, un lieu absent des cartes et des discours officiels. Devant un groupe restreint de généraux soviétiques, une masse d'acier inconnue s'arrête, ajuste sa tourelle et en quelques secondes envoie une salve d'obus avec une régularité mécanique qui défie tout ce que le monde connaît alors. 10 coups successifs frappent des cibles à 2 km avec une précision froide. Les officiers se regardent, incrédules, car aucun char existant n'est capable d'un tel rythme sans épuiser son équipage. À l'intérieur de la machine, il n'y a pas de chargeur. À sa place, un mécanisme invisible travaille sans fatigue. À cet instant précis, un fossé technologique vient de s'ouvrir, et personne en dehors de ce champ clôturé n'en a conscience. Pour comprendre comment cette scène a été rendue possible, il faut revenir une décennie en arrière, au cœur de la guerre froide, lorsque la rivalité entre l'Union soviétique et les États-Unis structure chaque décision militaire. Le milieu des années 50 marque une période de tension permanente, où chaque progrès de l'un oblige l'autre à réagir immédiatement. Les chars deviennent un symbole de puissance terrestre, et leur évolution se transforme en course silencieuse. En 1959, le Royaume-Uni franchit un cap en installant sur son char Centurion un canon de 105 mm capable de perforer les blindages soviétiques à des distances jusque-là jugées sûres. Cette avancée bouleverse l'équilibre et place l'Alliance Atlantique en position favorable. La réponse soviétique arrive rapidement, avec le T-62, adopté en 1961, armé d'un canon lisse de 115 mm plus puissant que son équivalent britannique. Officiellement, la parité est rétablie, et l'on pourrait croire la situation stabilisée. Pourtant, à Kharkov, dans le bureau d'études de l'usine numéro 75, une autre réflexion est en cours. Les ingénieurs ne travaillent pas sur une amélioration incrémentale, mais sur une rupture complète. Leur objectif n'est pas de suivre l'adversaire, mais de le dépasser d'un bond. À la tête de ce projet se trouve Alexandre Alexandrovitch Morozov, figure centrale de l'ingénierie blindée soviétique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a conçu le T-34, un char qui a profondément marqué le conflit. Après la victoire, il poursuit son œuvre avec les T-44 et T-54, accumulant une expérience unique. Morozov comprend que l'augmentation continue du calibre et de l'épaisseur du blindage conduit à une impasse. Les chars deviennent plus lourds, plus complexes à servir, et l'équipage humain atteint ses limites physiques. Le problème majeur réside dans le chargement du canon. Plus le calibre augmente, plus les obus deviennent lourds et encombrants. Le chargeur doit soulever ces masses métalliques encore et encore, dans un espace confiné, sous stress, avec une cadence qui chute inévitablement. Sur le T-62, 4 coups par minute représentent une performance acceptable, mais Morozov vise un autre horizon. Il décide d'éliminer totalement le facteur humain dans cette tâche critique. L'idée d'un chargement automatique existe depuis longtemps, mais aucun pays n'a réussi à la concrétiser sur un char de série fiable. Les difficultés techniques sont immenses, les risques élevés, et l'échec coûterait des années. Les ingénieurs de Kharkov conçoivent alors un système inédit. Les obus et leurs charges sont disposés dans un carrousel rotatif, dissimulé sous la tourelle. Sur ordre du tireur, la mécanique sélectionne le type de munition, l'extrait et l'introduit dans la culasse sans intervention humaine. En 1962, un prototype voit le jour, sous la désignation secrète d'objet 432. Cette machine tranche radicalement avec tout ce qui existe. L'équipage passe à 3 hommes, la silhouette s'abaisse à 2 mètres et 17 cm, et la cadence de tir atteint 8 coups par minute, un chiffre presque irréel pour l'époque. L'automate de chargement n'est pourtant qu'un élément d'un ensemble plus vaste. Pour la première fois, les concepteurs soviétiques utilisent un blindage composite. Entre 2 plaques d'acier, un matériau spécifique absorbe l'effet des charges creuses, offrant une protection supérieure pour un poids réduit. Le glacis frontal résiste aux canons occidentaux de 105 mm, tandis que le châssis repose sur une suspension légère avec des galets en alliage d'aluminium, une solution audacieuse qui allège considérablement l'ensemble. Les essais commencent immédiatement et se déroulent sans concession.
Le prototype est soumis à des parcours extrêmes, traverse des zones marécageuses, gravit des pentes abruptes et affronte des climats opposés. Les résultats impressionnent, mais un point faible apparaît rapidement. Le moteur diesel compact de 700 chevaux, choisi pour réduire la taille du compartiment moteur, se montre capricieux. Sensible au carburant et aux procédures d'entretien, il tombe en panne au moindre écart. Morozov comprend que sans fiabilité mécanique, la révolution qu'il prépare risque de s'effondrer avant même d'atteindre les troupes. Pendant que les ingénieurs s'attaquent à ses défauts, le projet reste enveloppé d'un secret absolu. Même au sein de l'armée, peu de responsables connaissent l'existence de l'objet 432. Les services de renseignement occidentaux ignorent totalement qu'un char sans chargeur humain, doté d'un blindage composite et d'une cadence de tir inédite, est en train de prendre forme. La pression du temps est énorme, car chaque mois perdu réduit l'avance potentielle. À la fin de cette phase, une chose devient claire pour les concepteurs. S'ils parviennent à maîtriser la mécanique aussi bien que l'idée, ils ne créeront pas simplement un nouveau char. Ils imposeront une nouvelle définition du combat blindé, et personne, de l'autre côté du rideau de fer, n'est encore prêt à affronter ce bouleversement. La phase suivante ne ressemble plus à une démonstration brillante, mais à une lutte quotidienne contre la réalité mécanique. Une fois les qualités théoriques validées, l'objet 432 entre dans une période où chaque détail compte et où la moindre faiblesse peut condamner tout le programme. Les ingénieurs savent qu'un char capable de tirer vite et juste n'a aucune valeur s'il s'arrête au milieu d'un exercice ou refuse de démarrer par grand froid. L'armée exige une machine capable de fonctionner partout, sans indulgence, et c'est précisément là que le projet commence à vaciller. Le moteur compact, choisi pour préserver le profil bas et l'agencement révolutionnaire du char, devient le centre de toutes les tensions. Sur le papier, ses performances sont remarquables. Dans les faits, il exige une discipline technique inconnue dans les unités blindées soviétiques de l'époque. La qualité du carburant, le respect strict des procédures de mise en route, la surveillance constante des températures internes deviennent des conditions de survie pour la mécanique. Lors des premiers essais prolongés, les pannes se multiplient. Les ingénieurs observent des casses prématurées, des pertes de puissance brutales et des arrêts soudains qui laissent le char immobile sur le terrain d'essai. Chaque incident alimente les doutes de certains responsables militaires, convaincus qu'une machine trop complexe ne peut pas devenir une arme fiable. Morozov refuse pourtant de reculer. Il comprend que la nouveauté du concept impose un changement culturel autant que technique. Le problème n'est pas seulement le moteur, mais l'ensemble du système, pensé comme un tout cohérent et non comme une simple addition de composants. Les équipes de Kharkov entament alors un travail méthodique d'analyse. Chaque panne est démontée, étudiée, classée. Les ingénieurs modifient les tolérances, ajustent les circuits de refroidissement, renforcent certains éléments internes et revoient les recommandations d'utilisation. Le char évolue par petites touches, invisibles de l'extérieur mais décisives pour sa survie opérationnelle. En parallèle, l'automate de chargement fait l'objet d'une attention obsessionnelle. Aucun précédent n'existe pour guider les concepteurs. Le mécanisme doit fonctionner dans des conditions de vibration extrêmes, sous des angles variables, avec des munitions soumises à la poussière, à l'humidité et au choc. Les essais révèlent des blocages rares mais inacceptables. Un seul arrêt du système suffit à transformer l'arme la plus avancée en simple masse d'acier. Les ingénieurs revoient les séquences, modifient les capteurs mécaniques et renforcent les pièces mobiles. Progressivement, la fiabilité augmente et les incidents deviennent exceptionnels. Cette période est aussi marquée par une pression politique croissante. La guerre froide ne ralentit pas et chaque année voit apparaître de nouveaux projets à l'Ouest. Les états-majors soviétiques veulent des garanties, des chiffres, des preuves tangibles que l'investissement en vaut la peine. Les essais s'intensifient. Le char est envoyé dans des environnements toujours plus hostiles. Il roule sur des terrains gelés, traverse des zones sableuses et affronte des parcours d'obstacles conçus pour pousser la mécanique à bout. L'objectif n'est plus de prouver que le concept est audacieux, mais qu'il est durable. Peu à peu, les résultats changent de nature. Les rapports signalent une augmentation notable de la durée de vie du moteur. Les pannes deviennent prévisibles et donc maîtrisables.
L'automate de chargement atteint une stabilité jugée acceptable par les commissions militaires. Le blindage composite, testé contre différents types de munitions, confirme sa supériorité face aux solutions classiques. L'ensemble de la machine commence à apparaître non plus comme une curiosité technologique, mais comme un outil de combat crédible. Dans le même temps, le secret reste absolu. Les déplacements du prototype se font de nuit, les documents sont compartimentés, et seules quelques personnes ont accès à la vision globale du projet. Cette discrétion n'est pas seulement une mesure de sécurité, mais une arme stratégique. Plus le char reste invisible, plus son éventuelle apparition future créera un choc. Les ingénieurs en sont conscients, même s'ils n'en parlent jamais ouvertement. À mesure que les problèmes se résolvent, une question plus large commence à émerger. Le char ne se contente pas d'être plus performant que ses prédécesseurs. Il remet en cause la manière même dont les unités blindées sont pensées. Un équipage réduit à 3 hommes, une cadence de tir élevée et une protection avancée ouvrent des possibilités tactiques inédites. Les officiers chargés de l'évaluation commencent à imaginer des scénarios où la vitesse de décision et la densité de feu compensent la supériorité numérique de l'adversaire. Le char devient un multiplicateur de force, capable de peser sur l'issue d'un engagement avant même que l'ennemi n'ait compris ce qui se passe. Malgré ces avancées, rien n'est encore acquis. Le projet reste fragile, suspendu à l'acceptation finale des autorités militaires. Un échec spectaculaire lors d'un exercice majeur pourrait tout remettre en cause. Les ingénieurs le savent et poursuivent leur travail avec une intensité presque fébrile. Chaque amélioration est testée, validée, puis intégrée dans une version toujours plus aboutie de la machine. Le temps joue contre eux, mais l'avance technologique accumulée commence à devenir impossible à ignorer. À la fin de cette étape, le char n'est plus un simple prototype prometteur. Il est devenu une plateforme mature, prête à franchir une ligne décisive. Reste à savoir si l'institution militaire est prête à accepter une rupture aussi profonde avec ses habitudes, ou si la prudence l'emportera sur l'audace. Le basculement ne se fait pas dans le bruit ni dans l'enthousiasme, mais dans une suite de décisions administratives lourdes de conséquences. Lorsque les commissions finales rendent leurs conclusions, le char n'est plus évalué comme une expérience risquée, mais comme une nécessité stratégique. L'avance accumulée est trop importante pour être ignorée. Le feu vert est donné, et avec lui commence une phase bien différente, celle où une machine conçue dans le secret doit désormais entrer dans la réalité des forces armées. La production démarre à Kharkov, selon des standards inhabituels pour l'industrie blindée soviétique. Les tolérances sont plus strictes, les contrôles plus fréquents, et chaque sous-ensemble est vérifié avec une attention rarement vue auparavant. Le char reçoit sa désignation officielle, T-64, mais son statut reste particulier. Il n'est pas destiné à une diffusion massive ni à l'exportation. Il devient un outil réservé à certaines unités, sélectionnées avec soin, chargées de défendre les axes les plus sensibles. Cette distribution limitée n'est pas un hasard. Elle permet de conserver l'effet de surprise tout en maîtrisant les risques liés à l'introduction d'une technologie exigeante. Lorsque les premiers exemplaires arrivent dans les régiments, la réaction des équipages est mitigée. Les tankistes habitués aux machines précédentes découvrent un poste de combat radicalement différent. L'espace est plus restreint, les instruments plus nombreux, et la logique de fonctionnement n'a rien de familier. L'absence de chargeurs humains, loin de rassurer, suscite une méfiance instinctive. Beaucoup voient dans l'automate un point faible potentiel, une mécanique froide qui pourrait trahir son équipage au moment le plus critique. Les premières semaines confirment que la transition ne sera pas simple. Les équipages formés sur des chars plus anciens appliquent les mêmes réflexes, avec des conséquences immédiates. Les procédures de démarrage sont bâclées, les temps de chauffe ignorés, et la maintenance est parfois traitée comme une formalité secondaire. La machine, conçue pour une discipline rigoureuse, réagit sans indulgence. Les incidents se multiplient, et dans certaines unités, le nombre de chars immobilisés devient préoccupant. Rapidement, un débat interne s'ouvre. Certains officiers remettent en cause le concept lui-même, estimant qu'une arme trop sophistiquée est incompatible avec la réalité du terrain. La réaction du commandement est rapide et décisive. Plutôt que de renoncer,
il choisit de transformer l'approche de la formation. Des centres spécialisés sont créés, dédiés exclusivement au T-64. Les équipages y reçoivent un enseignement approfondi, bien au-delà des standards habituels. Chaque procédure est expliquée, chaque système démonté et analysé. Les tankistes apprennent à comprendre la logique de la machine, à anticiper ses réactions et à respecter ses exigences. Cette phase marque une rupture dans la culture militaire. Le char n'est plus perçu comme un outil robuste que l'on peut malmener, mais comme un système complexe qui récompense la compétence. Les effets de cette transformation apparaissent rapidement. Les pannes diminuent, la disponibilité technique augmente et la confiance des équipages grandit. Sur les champs de manœuvre, le T-64 révèle alors son véritable potentiel. Sa cadence de tir constante permet d'enchaîner les engagements sans pause, tandis que son profil bas complique la tâche des observateurs adverses. Lors des exercices de confrontation simulés, les unités équipées de cette machine prennent l'avantage avant même que l'adversaire n'ait ajusté sa réponse. Le facteur temps devient décisif et le char impose son rythme. Le système de visée joue un rôle central dans cette domination progressive. La mesure précise des distances et le calcul automatique des corrections réduisent l'incertitude du premier tir. Les équipages expérimentés obtiennent des résultats impressionnants, frappant leur cible avec une régularité qui surprend les observateurs. Cette précision modifie la manière dont les commandants envisagent l'emploi des blindés. La notion de duel prolongé s'efface au profit d'un engagement rapide et décisif, où l'initiative prime sur la masse. À mesure que la confiance s'installe, le T-64 cesse d'être perçu comme une anomalie. Il devient un modèle, une référence interne qui influence la réflexion doctrinale. Les états-majors commencent à revoir leur schéma, intégrant l'idée qu'un char peut combiner mobilité, protection et puissance de feu sans compromis évident. Cette prise de conscience dépasse le cadre strict des unités équipées. Elle s'étend à l'ensemble de la planification blindée, ouvrant la voie à une redéfinition plus large des forces terrestres. Dans le même temps, à l'extérieur, le silence demeure. Aucun défilé, aucune présentation officielle ne vient révéler l'existence de cette machine. Les services de renseignement occidentaux perçoivent des indices fragmentaires, des rumeurs, des rapports contradictoires, mais rien de suffisamment concret pour dresser un tableau clair. Cette incertitude devient en elle-même un facteur stratégique. L'ennemi potentiel sait que quelque chose change, sans pouvoir en mesurer précisément l'ampleur. À la fin de cette phase, le T-64 a franchi un seuil invisible. Il n'est plus seulement une innovation acceptée, ni même une arme maîtrisée par ses équipages. Il est devenu un élément structurant de la pensée militaire soviétique, un point de départ pour des développements futurs encore plus ambitieux. Ce qui se prépare ensuite dépasse largement le cadre de la simple amélioration technique et annonce une nouvelle escalade, où la puissance du feu et la portée des engagements vont atteindre un niveau inédit. La transformation qui suit ne relève plus de l'adaptation, mais d'une montée en puissance assumée. Une fois la machine intégrée dans les unités et maîtrisée par des équipages formés spécifiquement pour elle, une nouvelle question s'impose aux concepteurs comme aux stratèges. Si cette plateforme peut déjà dominer le champ de bataille tel qu'il existe, jusqu'où peut-on pousser ses capacités sans en briser l'équilibre ? À Kharkov, la réponse ne tarde pas. Le potentiel du châssis, de la tourelle et de l'automatisation ouvre la voie à une évolution bien plus ambitieuse que de simples ajustements. Le cœur de cette nouvelle étape réside dans l'armement. Le canon de 115 mm, déjà redoutable, n'est plus perçu comme une limite, mais comme un point de départ. Les ingénieurs savent que la structure du char, son système de stabilisation et surtout son automate de chargement offrent une marge d'évolution que peu de machines possèdent. Ils lancent alors le développement d'une arme capable de dépasser tout ce qui existe à l'époque dans les arsenaux terrestres. L'objectif est clair, créer une supériorité si nette qu'elle force l'adversaire à repenser l'ensemble de ses doctrines. L'introduction d'un canon de 125 mm change instantanément la nature du projet. Les contraintes mécaniques augmentent, la gestion du recul devient plus complexe, et les munitions gagnent en taille et en masse. Pourtant, la logique du système automatique permet de surmonter ces obstacles. Le mécanisme est repensé,
renforcés et optimisés pour manipuler des projectiles plus puissants sans sacrifier la cadence. Le résultat dépasse les attentes. Le char conserve son rythme de tir élevé tout en gagnant une puissance de feu inédite, capable de neutraliser n'importe quelle cible blindée connue. Cette évolution donne naissance à une nouvelle version, qui n'est pas seulement une amélioration, mais une affirmation stratégique. Le T-64 devient le premier char à réunir dans une même silhouette une mobilité élevée, une protection avancée et un armement comparable à celui des machines lourdes d'autrefois. Cette combinaison bouleverse les catégories traditionnelles. Les distinctions entre chars moyens et chars lourds perdent leur sens, car la nouvelle machine concentre leurs avantages sans en reprendre les faiblesses. Dans les cercles militaires, cette mutation provoque une réflexion profonde. Les exercices internes montrent que le char peut engager l'adversaire à des distances accrues, avec une probabilité de destruction immédiate. La rapidité de l'enchaînement des tirs réduit le temps de réaction ennemi à presque rien. Les scénarios d'affrontement évoluent, privilégiant la surprise, la précision et la décision rapide. Le char n'est plus seulement un élément parmi d'autres, mais un pivot autour duquel s'articulent les manœuvres. Cette montée en puissance ne se limite pas au canon. Les systèmes de conduite de tir gagnent en sophistication, intégrant des améliorations qui renforcent encore la précision et la coordination entre les membres d'équipage. Chaque tir devient le résultat d'un processus intégré, où la machine assiste l'homme sans jamais le remplacer totalement dans la prise de décision. Cette symbiose accentue l'écart avec les chars adverses, dont l'efficacité dépend encore largement de la coordination humaine sous pression. À l'extérieur, les conséquences commencent à se faire sentir de manière indirecte. Les observateurs occidentaux détectent des changements dans les déploiements et les exercices soviétiques. Les rapports évoquent des performances inhabituelles, des résultats qui ne correspondent pas aux capacités connues des chars en service jusque-là. Les analystes tentent de reconstituer le puzzle à partir de fragments, mais l'image reste floue. Cette incertitude nourrit l'inquiétude, car elle suggère l'existence d'une technologie non identifiée, potentiellement décisive. Dans les bureaux d'études occidentaux, la réaction est lente, mais inévitable. Les ingénieurs commencent à explorer des solutions similaires, notamment l'automatisation partielle du chargement et le renforcement de la protection frontale. Pourtant, le retard accumulé est difficile à combler. Le T-64 ne représente plus une simple avance quantitative, mais un changement qualitatif, fruit d'années de développement intégré. À l'intérieur de l'Union soviétique, le char devient un modèle de référence silencieux. Sans jamais être exposé comme un symbole de propagande, il influence directement les programmes futurs. D'autres usines, d'autres équipes s'inspirent de ces solutions pour concevoir des machines plus simples ou plus adaptées à une production de masse, tout en conservant les principes fondamentaux établis à Kharkov. Le T-64 agit comme un laboratoire grandeur nature, dont les enseignements se diffusent progressivement dans toute l'industrie blindée. À ce stade, la machine a atteint une forme de maturité redoutable. Elle ne cherche plus à prouver sa valeur sur les terrains d'essai, ni même à convaincre ses propres utilisateurs. Son existence modifie déjà les équilibres, même sans affrontement réel. Pourtant, cette phase n'est pas un aboutissement. Une dernière évolution, plus audacieuse encore, se prépare dans l'ombre. Elle promet d'étendre la portée de l'engagement au-delà des limites traditionnelles du combat de chars et de placer la machine dans une catégorie que peu auraient osé imaginer. L'ultime évolution de cette machine ne vise plus seulement à renforcer ce qui existe, mais à repousser la frontière même du combat blindé. Lorsque les ingénieurs introduisent la capacité de tirer des munitions guidées directement depuis le tube du canon, le char franchit un seuil conceptuel. Désormais, il ne s'agit plus uniquement de dominer l'adversaire dans le cadre classique de l'affrontement direct, mais de l'atteindre là où il se croit hors de portée. Cette capacité modifie la perception de la distance, du temps et du risque sur le champ de bataille. Grâce à ce nouveau système, le char peut engager des cibles à plusieurs kilomètres, bien au-delà des portées habituelles du duel entre blindés. Le tireur n'envoie plus un projectile balistique soumis aux seules lois de la trajectoire, mais un engin capable de corriger sa course jusqu'à l'impact. Pour les états-majors, cette possibilité change tout. Les positions considérées comme relativement sûres deviennent vulnérables,
et la profondeur du dispositif adverse cesse d'être un refuge. Le char acquiert une dimension presque stratégique, capable d'influencer un secteur entier sans se déplacer. Cette innovation ne transforme pas la machine en un système spécialisé. Elle reste polyvalente, conservant l'ensemble de ses capacités traditionnelles, tout en ajoutant cette option redoutable. Cette dualité renforce son caractère unique. Peu de plateformes terrestres peuvent à la fois soutenir un combat rapproché intense et menacer des objectifs éloignés avec une telle précision. Dans les exercices, cette flexibilité déstabilise les planificateurs, qui peinent à anticiper toutes les possibilités offertes par un seul véhicule. Pourtant, cette montée en sophistication a un prix. Plus le char devient avancé, plus il exige une discipline irréprochable et un encadrement technique solide. Sa production, déjà complexe, reste limitée à un nombre relativement restreint d'exemplaires. Il n'est pas conçu pour envahir les parcs blindés, mais pour servir de référence, de point culminant d'une philosophie technologique. À mesure que d'autres programmes émergent, cherchant à reprendre ces principes tout en simplifiant leur mise en œuvre, le rôle du T-64 commence à évoluer. Dans les unités, il demeure respecté, parfois redouté par ceux qui le servent. Les équipages les plus expérimentés en exploitent chaque nuance, conscients de piloter une machine qui ne pardonne pas l'approximation. D'autres chars, inspirés par ces solutions mais pensés pour une production plus large, prennent progressivement le relais dans certaines formations. Le T-64 n'est pas écarté brutalement, mais son emploi se spécialise, puis se réduit, au rythme des restructurations et des choix stratégiques. Cette transition marque la fin d'une époque particulière. Le char qui avait été conçu comme un secret absolu, destiné à surprendre et à déséquilibrer, voit sa mission se transformer. Son influence, elle, ne disparaît pas. Les idées qu'il a incarnées se diffusent, s'adaptent et se prolongent dans d'autres machines, plus récentes, plus accessibles, mais profondément marquées par cette rupture initiale. Le T-64 cesse progressivement d'être au centre du dispositif, non parce qu'il est dépassé, mais parce que le monde qu'il a contribué à façonner est désormais différent. Au moment où sa carrière opérationnelle touche à sa fin, il n'y a ni proclamation solennelle, ni adieu spectaculaire. La machine quitte la scène avec la même discrétion que celle qui a entouré sa naissance. Elle laisse derrière elle un paysage transformé, où la notion même de char de combat n'est plus celle d'avant. Le secret qui l'a entouré pendant tant d'années n'est jamais totalement levé, et c'est peut-être là sa dernière singularité. Si cette plongée dans l'histoire du T-64 t'a captivé, prends un instant pour laisser un like, partager ton avis en commentaire et t'abonner à la chaîne. Dis-moi aussi quelle autre machine ou quel autre projet militaire tu aimerais voir analysé avec ce même niveau de détail et de tension narrative.